Dans les minutes qui suivent, vous allez être confronté à une vérité interdite, d'une brutalité psychologique inouïe, mais qui, paradoxalement, possède un pouvoir de libération rare. Ce que vous entendrez n'est pas une leçon d'histoire, c'est une autopsie de l'âme féminine, menée non pas dans un laboratoire aseptisé, mais dans l'enfer gelé du goulag soviétique, où la faim, la trahison et l'isolement ont agi comme un acide impitoyable, décapant tous les vernis sociaux pour révéler la mécanique nue de la loyauté et de l'abandon. Les hommes qui ont survécu à cette machine à broyer n'en sont pas sortis seulement avec des cicatrices. Ils sont revenus avec un secret, un motif comportemental féminin terriblement cohérent, glaçant, qui contredit tous les contes de fées qu'on nous a fait avaler depuis l'enfance. Ce secret, c'est celui de Solzhenitsyn. Le comprendre, c'est revêtir une armure intellectuelle et émotionnelle face au goulag silencieux et moelleux des relations modernes. Pendant des siècles, les philosophes ont discuté de l'amour, de la femme et de la fidélité depuis le confort de bibliothèques boisées et de places ensoleillées. Leurs théories, élégantes et abstraites, s'effondrent pourtant devant la réalité brute du sang, de la sueur et du silence. Notre laboratoire n'était pas conceptuel. Il a été bâti par le NKVD. Des millions d'hommes y furent jetés, condamnés pour un mot, un regard, une plaisanterie. Arrachés à leur famille, ils furent broyés dans une mécanique de glace, de faim et de désespoir. Et le paramètre le plus observé dans cette expérience monstrueuse, c'étaient les femmes qu'ils laissaient derrière eux, épouses, amantes, mères, celles qui détenaient encore leur mémoire, celles qui incarnaient un espoir. Ce que ces hommes ont découvert dans une douleur si profonde qu'elle défie les mots, c'est une cartographie sombre du psychisme féminin sous pression. Ils ont compris avec une clarté douloureuse la nature conditionnelle de l'amour. Ils ont découvert les lois biologiques impérieuses, capables d'écraser en un instant une vie entière d'affection. Cette connaissance ne vient pas de forums ou d'essais abstraits. Elle a été payée en gelure, en sang, en âme brisée. C'est la pilule rouge la plus pure, forgée dans le pergélisol de Kolyma. Alexandre Solzhenitsyn, grand chroniqueur de cette agonie, ne s'est pas contenté de dénoncer les crimes de l'État dans ses œuvres monumentales comme L'archipel du Goulag ou Une journée d'Ivan Denisovitch. Il a documenté avec une précision glaçante cette immense expérience sociologique. Il a recueilli les lettres qui n'arrivaient jamais, les demandes de divorce qui, elles, arrivaient, les confidences murmurées sur les planches glacées après l'extinction des feux. Il nous a transmis les données, à nous de les lire, de les comprendre, d'en extraire les principes intemporels. Il ne s'agit pas de misogynie. Il s'agit de reconnaître des motifs historiques. Il s'agit de comprendre les rouages du cœur humain pour ne jamais plus être surpris, ni détruit, par leur activation. Le cadeau de cette vérité est une lucidité froide, une liberté nue, voir le monde tel qu'il est, non tel qu'on voudrait qu'il soit. Sortir de la naïveté pour entrer dans la souveraineté. Imaginez un moment. Une étude de cas gravée dans la mémoire glacée de l'archipel. Un homme, appelons-le Yevgeny, ingénieur prometteur à Leningrad, brillant, respecté. Son crime, être trop talentueux. Un soir, le coup frappé à la porte, l'arrestation. Sa vie se rétrécit à la taille d'un fourgon noir. Son seul réconfort, l'image de sa femme, Anna, son sourire, sa main agitée à la fenêtre. Il est condamné à 10 ans de travaux forcés pour espionnage, accusation absurde mais fatale. Pendant des semaines, on le transporte dans un wagon sordide vers un camp au-delà du cercle polaire. Son existence devient mathématique. 500 grammes de pain si la norme de travail est remplie, 300 grammes sinon. Les hommes meurent d'une écharde, d'une toux, d'un abandon intérieur. Pendant un an, Yevgeny survit avec 2 choses, le pain et Anna. Il lui écrit dès qu'il le peut, sur des lambeaux de papier. Il y verse son âme. Il parle du passé, de l'avenir, de son amour. Il lui dit qu'il est fort, qu'il tiendra, qu'il reviendra.
Il attend, dévoré d'attente. Les mois passent. Rien. Son esprit, affaibli par la faim, commence à inventer des cauchemars. Peut-être est-elle morte, en prison, quelque part. Cette angoisse devient un venin plus fort que le froid. Et puis, après 14 mois, une lettre arrive. Ce n'est pas le paquet épais d'amour espéré. C'est un feuillet officiel, glacé. Sa main tremble, engourdie par le gel. Ce n'est pas Anna qui écrit, c'est un tribunal de Leningrad. Une demande de divorce. Motif, sa condamnation et son exil. Un petit mot est joint, griffonné. « Yevgeny, pardonne-moi. C'est trop dur. Je dois penser à ma vie. Ne me recontacte pas. Je suis remarié. » Anna. Le choc n'est pas sentimental. Il est physique. Comme un coup de botte en pleine poitrine. L'air quitte ses poumons. Le monde, déjà gris, devient noir et blanc. Le dernier pilier de résistance s'effondre. Ce soir-là, il ne mange pas son pain. Il le donne. Il fixe le plafond de la baraque. Et sa volonté s'évapore. Il n'est pas tué par une balle, mais par une ligne d'encre. Son corps tiendra encore quelques mois, vide, jusqu'à ce qu'une simple pneumonie l'emporte doucement. Ce n'est pas une histoire isolée. Solzhenitsyn en documente des milliers. Il écrit « La femme d'un prisonnier devait choisir immédiatement. Renoncer à son mari ou se résigner à la ruine. Et combien n'ont eu cet héroïsme? Une sur 100? Une sur 1000? Voici la première loi du secret de Solzhenitsyn. La probabilité d'abandon est inversement proportionnelle au coût social et matériel de la fidélité. L'amour n'est pas une ressource infinie, c'est une devise. Et quand le cours s'effondre, la majorité liquide son portefeuille. Pourquoi? Simple cruauté? Faiblesse? Non. Solzhenitsyn, ainsi que de nombreux sociologues, pointent un mécanisme plus profond, biologique, évolutionnaire. La femme est le vecteur de la vie. Sa mission primordiale est la survie. Elle est hypergamique par nature, câblée pour rechercher le meilleur pourvoyeur, le meilleur protecteur. La valeur d'un homme est liée à son statut, ses ressources, sa force apparente. En un éclair, l'État a dépouillé Yevgeny de tout cela. Il n'était plus ingénieur. Il était zèque, un déchet, un mort social. L'aimer, c'était s'enterrer avec lui. L'amour, aussi sincère qu'il ait été, était conditionnel. Et quand ces conditions ont disparu, l'amour aussi. Ce n'était pas une trahison malveillante, c'était souvent un acte froid, de survie. Elle ne le trahissait pas, elle se sauvait. Comprendre ce calcul biologique glacial, c'est la première étape pour guérir de la morsure de la trahison. Vous n'êtes pas trahi pour ce que vous êtes. Vous êtes jeté pour ce que vous n'êtes plus sur le marché de la survie. Mais l'histoire ne s'arrête pas avec Yevgeny, car il existait, bien que rares, des femmes d'un autre genre. Des exceptions, des anomalies statistiques, celles que Solzhenitsyn appelait les femmes des ex, ou encore les femmes décembristes, en référence à ces nobles Russes exilés en Sibérie en 1825, que leurs épouses avaient suivis volontairement dans l'enfer blanc, renonçant à leur rang, à leur confort, à leur futur. Ces femmes, loin de trahir, ont combattu. Elles n'ont pas attendu. Elles se sont levées. Elles ont quitté leur emploi, leurs appartements chauffés, leurs cercles sociaux. Elles ont déménagé près des camps, dans des taudis puants, dans des villages misérables. Elles ont attendu des heures, parfois des jours, pour transmettre un colis de survie, un oignon, un morceau de sucre, un quignon de pain sec qui, parfois, faisait la différence entre la vie et la mort. Leur loyauté n'était pas passive, elle était furieuse, combative, un acte de guerre silencieux contre le système. Solzhenitsyn connaissait personnellement cette dynamique. Son épouse, Natalia Reshetovskaya, fut à elle seule une incarnation du conflit intérieur de ces femmes. Étudiante à l'université, brillante, jeune, avec toute sa vie devant elle.
Quand il fut arrêté en 1945, elle ne le quitta pas immédiatement. Elle écrivit, elle soutint. Mais les années passèrent. Les pressions sociales, les menaces d'État, l'isolement, tout cela finit par la faire céder. En 1949, elle déposa le divorce. Un coup de poignard dans le dos pour Solzhenitsyn. Mais le destin réservait une surprise. Après sa libération partielle en 1953, Natalia revint. Elle le retrouva. Ils se remarièrent en 1957. Leur union ne dura pas éternellement et ils divorcèrent définitivement plus tard. Mais ce va-et-vient raconte toute la complexité de la loyauté sous le poids de l'État. Même les femmes d'exception ne sont pas des statues de marbre. Elles sont humaines, traversées de conflits, mais elles n'abandonnent pas tout. Elles doutent, vacillent, et parfois reviennent. Alors, qu'est-ce qui sépare une Anna d'une Natalia? Quelle alchimie secrète engendre une femme décembriste? Solzhenitsyn ne donne pas de formule magique. Il suggère une combinaison rare, une force intérieure titanesque, une conception presque sacrée de l'amour, une indépendance d'esprit féroce et souvent un zèle idéologique capable de résister aux pressions de l'environnement. Ces femmes ne regardaient pas leur homme avec les yeux de la société. Elles voyaient au-delà. Elles distinguaient, même sous l'étiquette de criminel, l'homme véritable, l'essence. Leur hypergamie n'était pas sociale, mais spirituelle. Elles n'étaient pas attirées par la position ou l'argent, mais par l'âme d'acier qu'elles percevaient chez lui. Et cette âme, ni la prison ni le froid, ne pouvaient la détruire. Voici la deuxième loi du secret de Solzhenitsyn. La loyauté inconditionnelle est une anomalie historique, réservée à une infime fraction de femmes, dotées de vertus préexistantes d'indépendance extrême et de résilience idéologique. Il est insensé de l'attendre, il faut simplement la reconnaître, et, si par miracle elle vous est offerte, la chérir sans jamais en faire une attente ou un dû. Parier sa survie émotionnelle sur la possibilité de rencontrer une telle femme, c'est jouer contre le casino avec des dés pipés. Car ce phénomène n'est pas restreint à l'histoire. Le goulag n'est que la loupe extrême d'une vérité qui opère partout, chaque jour, dans chaque ville, chaque relation. Les mécanismes sont les mêmes, simplement plus lents, plus feutrés. Un homme perd son emploi. Un autre sombre dans la dépression. Un troisième tombe malade, perd sa vigueur, sa stature. Un autre encore cesse de diriger, d'inspirer confiance, de porter une vision. Et alors commencent que les signes. Une distance, un désintérêt, des silences. Puis cette phrase tueuse, moderne, chirurgicale. « Je t'aime, mais je ne suis plus amoureuse. » C'est la lettre d'Anna, version 21e siècle. Ce ne sont pas des fusils, ce sont des silences. Ce ne sont pas des camps, ce sont des séparations. Ce ne sont pas des sentinelles soviétiques, ce sont des avocats. Mais la douleur, elle, reste identique. Le secret de Solzhenitsyn vous donne les lunettes nécessaires pour détecter ces signes. Il vous permet de décoder votre relation, non pas avec espoir, mais avec lucidité. Il remplace la surprise par l'analyse, et dans ce remplacement, une grande partie de la souffrance disparaît. La douleur cède la place au pouvoir. Le pouvoir de prévoir. Cette lucidité est une première couche d'armure. Mais ce n'est que le commencement, car les hommes du goulag qui ont reçu cette lettre, cette condamnation émotionnelle, n'ont pas tous réagi comme Yevgeny. Certains ont plié, d'autres se sont brisés. Mais quelques-uns ont survécu, non seulement physiquement, mais psychologiquement. Ces survivants, ils ont absorbé la vérité noire et s'en sont nourris. Ils ont transformé le poison en énergie. Ils ont utilisé la trahison comme feu pour se forger eux-mêmes en quelque chose de plus dur, de plus pur, de plus absolu que l'acier soviétique. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils transformé la désillusion la plus intime en pierre angulaire d'une nouvelle masculinité invincible? Ce tournant crucial s'appelle la forge.
Là où d'autres s'écroulent, certains se relèvent. Le goulag est devenu leur enclume. Et la trahison, leur marteau. Dans ce chaos, ils ont découvert que la disparition de tout soutien extérieur, de tout amour, de tout espoir, pouvait devenir une libération. Car lorsque chaque pilier de votre monde s'effondre, il ne vous reste plus qu'une seule option, construire votre propre fondation. Solzhenitsyn appelait ce processus l'ascension. Il écrivait « Ce n'est que couché sur la paille pourrie de la prison que j'ai senti en moi les premiers frémissements du bien. Béni sois-tu, prison, d'avoir été dans ma vie. » Ce n'est pas une gratitude masochiste, c'est le cri de triomphe d'un homme qui a compris une vérité fondamentale. Ta valeur ne peut pas être donnée, donc elle ne peut pas être enlevée. Elle doit être forgée dans les flammes de ta propre souffrance, martelée à coups de volonté indomptable. La trahison d'une femme, si intime soit-elle, se révèle alors sous sa vraie nature. Non pas un jugement sur ton âme, mais un reflet de la sienne. Le survivant cesse de supplier. Il cesse d'espérer. Il accepte. Et dans cette acceptation, il devient libre. C'est ce transfert d'espoir, de l'extérieur vers l'intérieur, qui crée l'homme souverain. L'espoir est une chose dangereuse. Dans le monde extérieur, il était placé dans une lettre, dans une femme, dans un système, dans un futur hypothétique. Cet espoir-là était fragile, suspendu à des fils invisibles qui, lorsqu'ils se rompaient, saignaient les hommes de l'intérieur. Les survivants, eux, ont appris à le tuer, à pratiquer sur eux-mêmes une chirurgie psychologique. Ils ont arraché ce besoin toxique de salut extérieur et l'ont remplacé par autre chose, un espoir plus froid, plus dense, plus tranchant, un espoir interne, construit sur leur propre capacité à endurer. Ils n'espéraient plus être sauvés, ils espéraient de pouvoir tenir la prochaine minute, le prochain souffle, le prochain coup de pioche. Leur monde, immense et terrifiant, se rétrécissait à une échelle gérable. 5 minutes à la fois. Ce recentrage absolu sur le présent, sur leur sphère immédiate de contrôle, c'est là que réside le pouvoir ultime. Et ce pouvoir, il est accessible à n'importe quel homme, à n'importe quelle époque. L'homme moderne qui souffre du mépris silencieux de sa compagne à table est en train de se vider par la coupure d'un fil invisible, celui de la validation extérieure. Le survivant, lui, pose une autre question. Peux-tu contrôler ce mépris? Non. Peux-tu contrôler ta réaction? Oui. Peux-tu contrôler ton prochain mot, ton prochain geste, ton prochain souffle? Absolument. Voilà le territoire du souverain. Son espoir n'est plus dans la bonté du monde, mais dans sa propre force à affronter ce monde. Prenons un autre nom, une autre histoire. Dimitri, historien, arrêté pour avoir dévié de l'idéologie officielle. Sa fiancée, une femme qu'il aimait depuis l'université, l'abandonne pour épouser un officier du NKVD. L'ironie est atroce. Pendant 2 jours, Dimitri reste catatonique. Puis, le 3e jour, en marchant vers le chantier sous une tempête de glace, il a une illumination. Il se dit « Elle ne m'a pas trahi, elle s'est révélée. L'État ne lui a pas volé sa vie. Il lui a offert un cadeau, la vérité sur cette femme avant qu'il ne fonde une famille avec elle. Ce n'était pas une justification, c'était de l'alchimie. Il transmutait le plomb de la trahison en or de clarté. Il décida ce jour-là que sa prison serait son université. Son sujet d'étude, la nature humaine. Ses professeurs, les gardiens, les délateurs, les âmes brisées autour de lui. Et elle n'était pas une ennemie, elle était une leçon. Cette capacité à reformuler le désastre en formation, à transformer la catastrophe en enseignement, c'est la signature de l'esprit inaltérable. Le moderne trahi, trompé, abandonné, doit pratiquer cette même transmutation. Il ne doit pas demander « Pourquoi m'a-t-elle fait ça ?» Il doit dire « Qu'est-ce que cela m'apprend ? Sur moi, sur le monde ?»
Brique après brique, ces hommes bâtissaient une citadelle intérieure, avec des rituels qui, aux yeux du système, semblaient absurdes. Après 12 heures de travail sous 40 degrés, certains passaient encore 1 heure à retirer les poux de leurs vêtements, non pour les éliminer, ils reviendraient, mais pour imposer un ordre dans le chaos. D'autres récitaient de la poésie, résolvaient mentalement des équations, enseignaient des langues à leurs compagnons. Ce n'était pas un passe-temps, c'était une résistance active. Chaque strophe de Pouchkine murmurée sur un lit de planche était une balle tirée dans le dos de l'État. Un cri silencieux. Tu possèdes mon corps, mais mon esprit reste mien. Pour l'homme d'aujourd'hui, ces rituels existent aussi. Le sport quand il est épuisé. La lecture sérieuse quand la tentation de l'écran est forte. Faire son lit avec rigueur. Ce sont ses poux. Ce sont ses armes. Ces actes, anodins en apparence, sont des déclarations quotidiennes. Je me possède. Ils cultivent le muscle du respect de soi. Ainsi, lorsque l'estime d'autrui disparaît, votre fondation tient. Mais la transformation la plus profonde se fait dans la redéfinition du but. Avant le camp, l'homme vivait pour sa femme, ses enfants, sa maison. Ses objectifs étaient tous liés à l'extérieur. Quand tout cela fut pulvérisé par la lettre d'Anna, il dut trouver une nouvelle mission, une mission inviolable. Pour certains, c'était de survivre dans la dignité, pour d'autres, de devenir témoin. Archive vivante. Solzhenitsyn, lui, commença à composer mentalement l'archipel du Goulag dans sa cellule. Il créa un système de bâtonnets pour mémoriser des milliers de lignes. Sa mission n'était plus de retrouver sa vie d'avant, c'était d'exposer une vérité. Et cette mission était si vaste, si essentielle, que sa propre souffrance devenait secondaire. La faim, le froid, la trahison, des données dans un récit titanesque qu'il avait été chargé de transmettre. Voici le retournement final. Votre douleur n'est pas à propos de vous. Elle est le carburant de votre mission. Et cette mission, pour l'homme moderne, ne peut pas être une femme, ni une relation. Ce sont des éléments fragiles, réversibles, récupérables ou perdus. La mission doit être votre œuvre propre, celle dont l'existence ne dépend que de vous. Monter un projet, maîtriser un art, écrire un livre, transformer votre corps, offrir un avenir à vos enfants. Notez bien, un enfant a un besoin inconditionnel de vous. Une femme, non. Quand votre mission est ainsi ancrée dans l'immuable, la perte d'une femme devient un bruit de fond. Une mouche contre la vitre d'une cathédrale que vous êtes en train de bâtir. Elle ne vous arrête pas. Elle peut y participer, ou pas. Sa fidélité est une force en plus. Sa trahison, une note de bas de page. Vous êtes l'architecte. Le plan est vôtre. Le chantier vous appartient. Elle est une sous-traitante, utile si compétente, remplaçable si non alignée. Cela peut sembler froid, et ça l'est. C'est le froid de la toundra, le froid de la vérité, le seul climat dans lequel vous pouvez bâtir du solide. Les hommes revenus des camps étaient méconnaissables, leur corps amaigri, leurs yeux profonds, ils avaient vu l'absolu et n'avaient plus peur de rien. Ils connaissaient le prix de tout, surtout celui de l'amour. Et ce n'était pas qu'ils ne pouvaient plus aimer, au contraire. Leur amour, désormais, était plus profond, plus pur, car ils n'avaient plus besoin de l'autre. Leur amour n'était plus un besoin, mais un don, offert consciemment, sans attente, sans chaîne. Voici le dernier paradoxe du secret de Solzhenitsyn. En acceptant la vérité la plus noire sur la fidélité conditionnelle, vous vous libérez pour vivre une connexion sans servitude. Vous pouvez apprécier l'amour d'une femme pour ce qu'il est, un cadeau beau, éphémère et conditionnel. Et si vous croisez une femme décembriste, vous saurez la reconnaître. Mais vous ne serez plus détruit par une Anna. Votre monde n'est pas fait de neige et de miradors. Mais les épreuves sont là,
Sournoise, la trahison ne vient plus d'une lettre scellée. Elle vient d'un message lu sans émotion, d'un regard vide, d'un dossier d'avocat. Les principes de survie, eux, n'ont pas changé. Bâtissez votre forteresse intérieure. Transférez votre espoir vers votre mission. Imposez-vous la discipline. Transformez la douleur en leçon. Votre valeur n'est pas déterminée par ses yeux. Elle est forgée dans vos actes. Chaque jour, les survivants ont regardé l'ombre en face et ont trouvé une lumière que rien n'a pu éteindre. À vous maintenant de faire de même. Dans le confort obscur du monde moderne, le fil barbelé n'est plus en acier. Il est fait d'attentes, de contes de fées, du besoin d'être aimé plus que vous n'aimez votre propre but. Coupez-le, traversez, votre mission vous attend.